Imaginez un tigre. Les tigres sont connus pour ces belles rayures qu'ils conservent toujours. Cependant, imaginez si les rayures du tigre pouvaient changer de taille, de position et de couleur de temps en temps. Magique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec un titan de notre système solaire, Jupiter. Pourquoi et comment? Eh bien, les astronomes pourraient bien avoir la réponse. Alors voyons voir. Jupiter est une planète immense et fascinante. Lorsque vous regardez sa photo de loin, c'est comme voir un magnifique lever de soleil. Ici, nous avons toute une palette, des jaunes pâles crémeux au brun caramel, avec même quelques nuances de bleu. Jupiter est un astre époustouflant, composé principalement d'hydrogène et d'hélium, tout comme notre Soleil. Cependant, elle n'a pas rassemblé assez de matière lors de sa formation pour devenir une étoile. Au lieu de cela, elle est devenue une boule colossale de gaz qui pourrait contenir plus de 1300 terres à l'intérieur. Jupiter présente ces motifs intéressants de nuages sombres et clairs qui tournoient autour de la planète en bandes alternées, comme d'immenses rayures. Ces rayures sombres sont appelées bandes, et les plus claires sont appelées zones. À vrai dire, elle n'est pas unique en son genre. La Terre et Jupiter présentent toutes deux ces motifs dans leurs atmosphères. C'est juste que la Terre n'en a que quelques-uns, alors que Jupiter en a beaucoup plus. Pourquoi ces bandes sont-elles brunes et beiges ? Cela peut s'expliquer par la combinaison d'hydrogène, d'hélium et d'autres traces d'éléments dans l'atmosphère de la planète. C'est un peu comme mélanger différentes couleurs de peinture pour créer de nouvelles nuances. Ces bandes créent de magnifiques motifs à travers la surface de la planète. Bien, puisque Jupiter a une atmosphère imposante et un système météorologique similaire à celui de la Terre, elle connaît donc des tempêtes extraordinaires. Donc, même si ces bandes peuvent y sembler calmes et paisibles, elles font en réalité partie d'un système météorologique déchaîné. C'est comme une fête de tempête sans fin qui se déroule là-bas. Ces bandes et ces zones se déplacent dans des directions opposées autour de la planète. Les bandes tournent à rebours de la rotation de Jupiter, à contre-courant pour ainsi dire, tandis que les zones vont dans son sens. Et non seulement elles se déplacent dans des directions différentes, mais elles existent également à différentes altitudes dans l'atmosphère de la planète. Les bandes s'apparentent à des régions où les choses montent, comme des bulles dans une boisson gazeuse. Donc, le sommet des nuages à l'intérieur de celle-ci se trouve plus haut dans le ciel en comparaison du sommet des nuages dans les zones, qui sont donc plus enfoncées. Ainsi, même si la Terre et Jupiter possèdent cette similitude, leur météo est complètement différente. Ce serait comme comparer des pommes et des oranges. L'une des tempêtes les plus célèbres sur Jupiter est la Grande Tache Rouge. Mais pourquoi est-elle rouge? Eh bien, c'est un peu un mystère. Les scientifiques pensent que la tempête se situe à une altitude plus élevée que le reste de l'atmosphère. Cela signifie qu'elle reçoit une dose plus forte de lumière solaire. Imaginez-vous debout sur une colline, où le soleil brille plus fort sur vous par rapport au reste de l'environnement. De la même manière, la Grande Tache Rouge reçoit davantage de rayonnement du soleil. La tempête contient également dans ces nuages des composés chimiques spécifiques, tels que l'ammoniac et l'acétylène. Lorsque ces composés reçoivent ce rayonnement supplémentaire, ils réagissent d'une manière unique, donnant à la tempête sa couleur rouge distinctive, un peu comme des effets spéciaux dans un théâtre cosmique. Quoi qu'il en soit, ces rayures ont l'air stylées et tout, mais quel est le grand mystère qui les entoure? Eh bien, voyez-vous, un jour, les scientifiques ont décidé d'examiner les données provenant de l'intérieur profond de Jupiter, environ 50 km sous sa surface. Et après avoir jeté un coup d'œil au secret de Jupiter, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Quand ils ont observé Jupiter en utilisant un type de lumière spéciale, dite lumière infrarouge, les couleurs de ces bandes ont réellement changé. Les zones claires qui étaient pâles et crémeuses sur les images habituelles devenaient sombres dans la vue infrarouge. Quant aux bandes autrefois sombres, elles brillaient à présent vivement. Cela suggère quelque chose d'intéressant. Les bandes sur Jupiter ont une couverture nuageuse plus mince que les zones. C'est comme si elles portaient des tenues transparentes, tandis que les zones avaient des nuages plus épais, comme des doudounes moelleuses. Ainsi, ce que nous percevons comme des bandes sombres dans les images ordinaires se révèle être lumineux dans l'infrarouge, laissant entendre que ces ceintures ont moins de matière nuageuse, bloquant la lumière. Mais voici la partie la plus étrange. Toutes les quelques années, quelque chose change. C'est comme si la météo sur Jupiter passait par des montagnes russes. La couleur des bandes peut changer, et parfois tout le modèle météorologique s'emballe pendant un moment. Les scientifiques restent perplexes et tentent de comprendre pourquoi cela se produit. Ils ont donc décidé d'utiliser la sonde spatiale baptisée Juno pour enquêter sur ce phénomène. Depuis 2016, Juno collecte beaucoup d'informations sur Jupiter, comme un espion collectant des indices.
L'un des éléments que Juno étudie est le champ magnétique de Jupiter. Tout comme la Terre, Jupiter a un champ magnétique. C'est comme une bulle invisible qui entoure la planète, s'étendant jusqu'à l'espace. Ce champ magnétique est vraiment important car il protège la planète et tout ce qui s'y trouve. Il agit comme un bouclier contre les particules nocives de l'espace, comme celles provenant du Soleil. Mais Jupiter est bien plus grande que nous, donc son bouclier protecteur est beaucoup plus puissant. Les champs magnétiques sont générés par une chose appelée dynamo, qui agit comme un grand fluide conducteur tourbillonnant à l'intérieur de la planète. Ce fluide se déplace et tournoie, un peu comme une fête underground qui se passerait au plus profond de la planète. Ainsi, les scientifiques ont examiné les données collectées par Juno au fil des années et ont remarqué quelque chose d'intéressant. Le champ magnétique de Jupiter a ses propres petits mouvements, un peu comme lorsque vous voyez des vagues dans l'océan. Les scientifiques appellent ces mouvements des oscillations de torsion, qui est simplement une façon élégante de décrire des mouvements en forme de vagues. C'est comme si Jupiter faisait sa propre danse magnétique. Maintenant, imaginons que l'intérieur de Jupiter soit comme une énorme marmite de soupe en ébullition. Profondément à l'intérieur de Jupiter, il y a des courants lents qui transportent la chaleur vers le haut, à la manière d'un tapis roulant. Cette chaleur finit par atteindre la partie supérieure où nous voyons les nuages. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Imaginez que quelqu'un commence à remuer la soupe très rapidement, avec une cuillère. Ces mouvements magnétiques ondulatoires, les oscillations de torsion, agissent exactement comme cette cuillère. Ils créent un trouble qui perturbe les courants lents. Eh bien, cette perturbation a un grand impact sur la météo de Jupiter. C'est comme augmenter la chaleur de votre gazinière et changer la façon dont cuit la soupe. Les schémas de montée et de descente des nuages, que nous appelons ascendance et subsidence, se mélangent tous, un tourbillon dans la soupe. Nos astucieux chercheurs ont également remarqué quelque chose de particulier près de l'équateur de Jupiter. Ils ont découvert un point concentré de magnétisme appelé la grande tache bleue. Et devinez quoi? Ce point ralentit, comme s'il prenait une pause dans son mouvement habituellement rapide. Cela suggère qu'un nouveau type de mouvement ondulatoire, une nouvelle danse, est sur le point de commencer. Donc, pour résumer, les scientifiques ont eu une idée intéressante. Ces mouvements magnétiques ondulatoires, les oscillations de torsion, perturberaient les courants lents à l'intérieur de Jupiter, déréglant les motifs des nuages et provoquant des conditions météorologiques extrêmes. Et lorsqu'ils ont calculé le temps qu'il fallait à ces mouvements ondulatoires pour se produire, ils ont découvert qu'ils correspondaient aux mêmes périodes où les rayures de Jupiter changeaient. Ainsi, en termes simples, les chercheurs pensent que ces mouvements ondulatoires dans le champ magnétique de Jupiter provoquent des changements dans les rayures de la planète. Les pièces d'un puzzle se rassemblent. Les astronomes essaient toujours de comprendre pleinement pourquoi cela se produit, mais c'est un pas en avant excitant dans la compréhension des mystères de notre vaste univers. Mais il reste encore quelques mystères à résoudre. Pour trouver plus de réponses, les scientifiques doivent continuer à observer attentivement Jupiter à l'avenir. En observant comment les nuages changent, ils peuvent vérifier si leur théorie est correcte ou si elle doit être ajustée. De ces tempêtes massives à ces bandes colorées, Jupiter ne cesse de nous surprendre avec ses merveilles cosmiques. Elle ne scintille peut-être pas comme une étoile, mais elle brille intensément en tant que géante gazeuse, nous captivant par sa taille et sa beauté. Alors restez toujours curieux et gardez la tête dans les étoiles. On pourrait croire que la meilleure façon de se rendre sur une planète depuis la Terre est d'attendre patiemment qu'elle se rapproche le plus possible. Oui, la voilà. Et de décoller à bord d'une fusée orientée vers elle. Super, salut maman, à plus tard. Mais pourquoi cette méthode n'a-t-elle pas fonctionné? Tout d'abord, les planètes, y compris la nôtre, se déplacent constamment sur leur orbite elliptique à une vitesse de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Votre fusée aurait donc besoin d'être placée sur une orbite elliptique, n'est-ce pas? C'est un peu comme viser une cible mouvante avec une fléchette ou organiser une fête surprise pour un ami. Vous ne voudriez pas crier « surprise » au mauvais moment. De même, lorsque nous envoyons des véhicules spatiaux vers d'autres planètes, nous souhaitons utiliser le moins d'énergie possible. Et pour atteindre n'importe quelle planète de la manière la plus simple, vous avez besoin d'une astuce spéciale qu'on appelle orbite de transfert de Hohmann. Imaginons que vous souhaitiez vous rendre sur Mars. Vous devez attendre que la Terre et la planète rouge soient dans les bonnes positions afin de ne pas vous perdre ou de ne pas tomber en panne de carburant à mi-chemin. Un voyage utilisant une orbite de transfert de Hohmann prendrait environ 259 jours.
En effet, l'orbite de transfert entre la Terre et Mars prend 517 jours, et le voyage vers Mars correspond à la moitié de cette orbite. Mais ne pourrait-on pas voyager plus vite? Oui, mais cela nécessiterait beaucoup plus de carburant, ce qui compliquerait le lancement, car la fusée serait trop lourde. En fait, ce serait un peu comme un chien qui se mord la queue. Si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, le voyage vous prendrait 12,5 minutes. De plus, lorsque votre fusée atteint enfin l'autre planète, elle doit encore ralentir pour se mettre en orbite autour d'elle ou pour atterrir à sa surface. Cela signifie qu'elle utilisera encore plus d'énergie, même s'il y a des moyens d'en économiser un peu, par exemple en utilisant des parachutes ou le dispositif de freinage aérodynamique. C'est un peu comme si vous faisiez du skateboard et que vous deviez vous arrêter. Vous ne vous écraseriez pas contre un mur, vous utiliseriez votre pied ou quelque chose d'autre pour ralentir progressivement. Voyager vers Vénus est un peu plus rapide. Il vous faudrait environ 146 jours. Ce n'est pas si mal, mais le problème, c'est qu'il vous faudrait attendre environ 2 ans avant de revenir sur Terre. En effet, les planètes doivent se réaligner correctement pour que le vaisseau spatial puisse rejoindre l'orbite de la Terre. Au total, un voyage aller-retour vers Vénus prendrait donc environ 2 ans et 1 mois, temps d'attente compris. Et ce temps d'attente ne serait pas très agréable, étant donné qu'il s'agit de la planète la plus chaude de notre système solaire. Supposons que vous souhaitiez vous rendre sur Jupiter. Combien de temps cela prendra-t-il? Cela dépend de beaucoup de choses, notamment de sa position. De plus, à quelle vitesse voyageriez-vous? Si vous voulez utiliser le meilleur de la technologie actuelle, sachez qu'il a fallu un peu plus d'1 an au vaisseau spatial le plus rapide jamais construit, New Horizons de la NASA, pour atteindre Jupiter. Mais n'oubliez pas que la mission de New Horizons n'était qu'un simple survol. La sonde ne s'est pas mise en orbite autour de Jupiter. Si vous vouliez rester en orbite et explorer Jupiter de près, cela prendrait beaucoup plus de temps. Il ne s'agit donc certainement pas d'un voyage d'un week-end. Avec le transfert de Hohmann, il vous faudrait plusieurs années pour atteindre Jupiter. En effet, le transfert de Hohmann consiste à transférer un objet d'une orbite à une autre. Jupiter se trouve sur une orbite plus élevée que celle de notre planète. Ainsi, pour effectuer le transfert, votre fusée devra emprunter une trajectoire qui l'amènera à dépasser l'orbite de notre géante gazeuse. La fusée doit donc accélérer lorsqu'elle se rapproche de Jupiter pour éviter de retomber vers le Soleil, puis ralentir lorsqu'elle dépasse Jupiter pour éviter de s'envoler dans l'espace. C'est un peu comme quand une voiture accélère pour gravir une colline et ralentit pour redescendre de l'autre côté. C'est ainsi que la sonde utilise la gravité de Jupiter pour se mettre en orbite autour de cette planète. Il est difficile de déterminer la distance exacte entre Jupiter et la Terre. Elles tournent toutes deux autour du Soleil en suivant des trajectoires ovales différentes. Parfois, elles sont très proches l'une de l'autre, et d'autres fois, elles sont très éloignées. En bref, elles jouent constamment au chat et à la souris. Mais en moyenne, elles se trouvent à 714 millions de kilomètres l'une de l'autre. Lorsque Jupiter est à sa distance maximale de la Terre, elle se trouve à 967 millions de kilomètres. Cela équivaut à faire 24 000 fois le tour de la Terre. Mais si vous pouviez vous rendre sur Jupiter à la vitesse de la lumière, vous y arriveriez en à peu près 40 minutes. Il y a un engin spatial très rapide dont nous devons parler, la sonde solaire Parker. Imaginez que vous vous trouviez sur des montagnes russes dernier cri qui se déplacent à des vitesses incroyables et même difficilement concevables. Ces montagnes russes seraient en fait notre sonde solaire Parker, qui se rapproche de plus en plus du Soleil, battant au passage des records de vitesse. Lors de son 10e survol du Soleil en novembre 2021, la sonde solaire Parker a réussi à atteindre une vitesse maximale de plus 586 000 km/h. Cela équivaut à faire le tour de la Terre en quelques minutes seulement. Et écoutez bien, lorsque l'engin en question se rapprochera encore plus du Soleil en décembre 2024, il devrait atteindre une vitesse de 690 000 km/h. Mieux vaut donc manger léger avant de se lancer dans un tel voyage. Imaginons que vous soyez à bord de la sonde solaire Parker et que vous souhaitiez faire un détour pour visiter Jupiter. Si vous pouviez voyager en ligne droite à la même vitesse que cette sonde lors de son 10e survol, il ne vous faudrait que 42 jours pour atteindre Jupiter quand son orbite est proche de la nôtre. À une distance moyenne, cela prendrait environ 51 jours. Vous devez également tenir compte de la durée de votre voyage.
Votre fusée peut arriver sur une planète de deux manières, soit en se mettant en orbite autour de la planète, soit en la survolant très rapidement. Si le vaisseau spatial doit se mettre en orbite, il doit ralentir à l'approche de la planète. Imaginez qu'il soit happé par la gravité de la planète et qu'il commence à tourner autour d'elle. Mieux vaut donc ralentir à l'arrivée. Cela signifie qu'il faut brûler beaucoup de carburant supplémentaire et cela rend le voyage plus long. Voici quelque chose d'intéressant. Pour voyager plus vite, nous pouvons utiliser ce que l'on appelle l'assistance gravitationnelle. Cela signifie que nous utilisons la gravité des planètes et d'autres objets dans l'espace pour nous donner un petit coup de pouce et accélérer notre précieuse fusée. C'est ainsi que les sondes Voyager ont pu se rendre jusqu'à Saturne et au-delà. Mais même avec une assistance gravitationnelle, il faut encore beaucoup de temps pour voyager vers d'autres étoiles. Par exemple, l'étoile la plus proche de nous est Proxima Centauri, et elle se trouve à 4,2 années-lumière. Changeons maintenant de méthode pour faire une comparaison avec les exemples précédents. Si nous voyagions à la même vitesse que Voyager 1, il nous faudrait 75 000 ans pour l'atteindre. Si vous préférez vous rendre sur Uranus, sachez que la distance peut atteindre 3 milliards de kilomètres en fonction de l'endroit où se trouvent les planètes sur leur orbite. Voyager 2 a mis environ 9,5 ans pour atteindre Uranus. Mais Uranus est froide, et en tant que géante de glace, elle n'a même pas de véritable surface où atterrir. De toute façon, la majeure partie de la planète est constituée de fluide tourbillonnant. Non seulement vous n'auriez nulle part où atterrir, mais votre fusée aurait du mal à traverser l'atmosphère d'Uranus sans encombre. Les températures et les pressions y sont extrêmes et détruiraient rapidement votre précieux vaisseau. Il n'y a presque aucune similitude entre la Terre et Jupiter. La nôtre est une petite planète toute gentille avec des plantes et des pandas mignons. Jupiter est une horreur gazeuse géante avec des ouragans furieux qui ne s'arrêtent jamais. Et si tu tombais sur cette planète, tu pourrais littéralement voler au travers. Mais que se passerait-il si notre Terre avait la taille du père du système solaire? Oh, ça va être marrant! Jupiter est une planète si grande que je parie que tu ne peux même pas visualiser son échelle. Son rayon est environ 11 fois supérieur à celui de la Terre et sa masse est environ 316 fois plus grande. Donc, pour transformer la Terre en une autre Jupiter, il faudrait multiplier son rayon par 11. Si la densité de la planète restait la même, alors la masse de notre nouvelle Terre augmenterait considérablement. En fait, elle deviendrait jusqu'à 4 fois plus importante que celle de Jupiter. Bien sûr, ces changements ne se feraient pas sans quelques accros. La toute première chose que l'on remarquerait immédiatement, non, ce n'est pas la taille, mais la gravité. Elle augmenterait d'environ 11 fois par rapport à celle de notre ancienne Terre. Les scientifiques affirment que nous pourrions effectivement survivre sur une planète avec une plus grande gravité, mais seulement si elle n'était que 5 fois supérieure à celle que nous connaissons maintenant. Admettons que nous ayons le goût du risque, toujours prêts à défier les lois de la physique. À quoi ressemblerait notre vie? Eh bien, pas vraiment à une partie de plaisir. Après chaque pas, tu devrais t'asseoir sur un banc et faire une pause, comme si tu venais de courir un marathon. En effet, il serait à ce point difficile de marcher. Oh, et bonne chance pour te relever ensuite. Pour pouvoir se déplacer d'une manière ou d'une autre sur cette planète, il faudrait devenir vraiment baraqué. Il n'y aurait plus de problème avec la malbouffe, car il faudrait être un véritable haltérophile pour atteindre le réfrigérateur. La force de gravité affecte non seulement les mouvements, mais aussi la taille de toute chose. Sais-tu que de nombreux astronautes gagnent quelques centimètres grâce à l'apesanteur dans l'espace? Donc, si tu en as assez d'être petit, voici une solution pour toi. D'un autre côté, une forte gravité nous rendrait tous plus trapus. Cela ne vaudrait pas seulement pour les humains, mais pour tout ce qui se trouve sur notre planète. Les arbres deviendraient très petits. Pour pousser vers le haut, ils doivent déplacer l'eau de leurs racines vers leurs branches, ce qui serait irréalisable avec une telle gravité. Alors ils se transformeraient tous en de petits buissons. De même, plus de montagnes. Même les plus grandes finiraient par s'affaisser. Mais au moins à présent, l'Everest semblerait à la portée de tout le monde. Cela s'appliquerait aussi aux animaux. Nos animaux de compagnie devraient rapidement évoluer en des corgis bodybuildés, juste pour pouvoir trottiner tant bien que mal. Oh, et dis adieu aux oiseaux, bien entendu. Si tu penses que tout cela ne suffit pas, ajoutons une autre chose. Il nous serait très difficile de respirer. La pression atmosphérique augmenterait de façon spectaculaire.
C'est parce que la Terre commencerait à attirer l'air vers elle avec une force colossale. Tu en sentirais littéralement le poids sur tes épaules. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de devoir faire une pause après chaque pas. Maintenant, imagine qu'il te faudrait également respirer à travers un oreiller. Oui, et ce n'est pas tout. La pression atmosphérique joue un rôle important dans le comportement des molécules d'eau. Il serait beaucoup plus difficile pour l'eau de bouillir ou de se transformer en glace. La plupart des icebergs fondraient et il est possible que nous n'ayons plus de nuages non plus. Toute la vapeur d'eau s'abattrait sur nous sous la forme de torrents de pluie diluvienne. Nous aurions de la chance si nous n'étions pas tous submergés instantanément. Mais étrangement, il se trouverait aussi quelques avantages. Par exemple, le monde qui nous entoure deviendrait beaucoup plus spacieux. En supposant que nous ne soyons pas inondés, il y aurait même un tas de zones complètement désertes sur notre planète. Peut-être que les prix de l'immobilier baisseraient enfin. Mais ces zones inexplorées resteraient très probablement, inexplorées, puisqu'il nous serait extrêmement difficile de voyager à travers les mers et les océans. Non seulement parce que se déplacer à travers les eaux serait incroyablement compliqué, mais aussi parce que tous les plans d'eau de la planète deviendraient 10 fois plus vastes. L'idée même de se perdre dans l'océan est effrayante, mais imagine qu'il soit 10 fois plus profond et plus grand. Oh oh! Donc, plus de bateaux. Et oublie l'idée de prendre l'avion, ou de visiter l'espace un jour. Mais il semble que ce ne soit pas tout. Si la Terre avait la taille de Jupiter, des volcans se mettraient à faire rage de toutes parts. En raison de l'augmentation de sa masse, la Terre deviendrait terriblement instable. Tous les volcans éteints redeviendraient actifs, et il y aurait de la lave et des gaz toxiques partout. En 1883, l'éruption la plus destructrice de l'histoire de l'humanité a eu lieu, l'éruption du volcan Krakatoa. Elle s'est produite sur une petite île, mais les gens de toute la planète ont pu en ressentir les conséquences. L'éruption a anéanti cette île, déclenché de nombreux tsunamis et des nuages de gaz toxiques se sont répandus sur des kilomètres à la ronde. Maintenant, imagine la même chose, mais en 10 fois pire. C'est ce qui se passerait sur notre Terre de la taille de Jupiter. Ce qui arriverait serait comparable à la chute de la météorite de Chicxulub, celle qui a éradiqué les dinosaures de la surface de la Terre. Ensuite, des gaz toxiques se sont répandus sur toute la planète, provoquant l'une des plus grandes extinctions de masse de l'histoire de la Terre. Oh, et cerise sur le gâteau, nous perdrions aussi notre champ magnétique. Le champ magnétique est très important pour la vie sur Terre. Selon Rory Barnes de l'Université de Washington, il protège la vie sur notre planète des désagréments de l'espace, ce qui signifie toutes sortes de radiations et autres vents solaires. Il existe un noyau de fer fondu au cœur de notre planète, qui est responsable de la production du champ magnétique. Si la pression exercée sur ce noyau augmentait à cause de la gravité, il pourrait se solidifier. Et à cause de cela, le champ magnétique de la Terre disparaîtrait. Nous serions alors exposés aux effets des radiations cosmiques. C'est trop effrayant pour y penser. Très bien, maintenant nous savons que vivre sur cette nouvelle Terre serait un véritable cauchemar. Mais qu'en est-il de l'espace extra-atmosphérique ? Tu as probablement entendu dire que Jupiter, grâce à sa forte gravité, nous protégeait des astéroïdes. Eh bien, c'est nous qui hériterions de ce sale boulot. Jupiter rencontre environ 24 000 impacts par an, et ce serait désormais notre destin. Tu te souviens que j'ai parlé de la météorite de Chicxulub ? Des tragédies similaires arrivent à notre planète une fois tous les 100 millions d'années environ. Mais si elle acquérait la taille de Jupiter, ces machins nous rendraient visite tous les vendredis soirs. De plus, nous devrions dire bye-bye à notre Lune. Notre satellite naturel est trop proche de nous. Donc, si la Terre grandissait, ce serait une véritable catastrophe. Nous regarderions littéralement la Lune se déchirer dans le ciel. Bien sûr, après cela, tous ces fragments s'écraseraient sur nous. Une théorie affirme qu'il y a des milliards d'années, la Lune s'est pour ainsi dire séparée de la Terre et que ces morceaux se sont rassemblés en une boule. En l'occurrence, ce serait comme regarder sa formation se rembobiner. Et même si la Lune survivait à cela, en restant en quelque sorte dans l'orbite de la Terre, les changements dans nos marées seraient tout de même spectaculaires. Les conséquences de ces altérations seraient absolument imprévisibles, mais il est plus que probable qu'une série de tsunamis en fasse partie. D'un autre côté, nous gagnerions probablement quelques nouvelles lunes. Jupiter en compte jusqu'à 79. Ce serait probablement un spectacle à couper le souffle. Si seulement les nuages de gaz de toutes ces éruptions volcaniques ne bloquaient pas la vue.
De plus, l'apparition d'une deuxième planète géante aurait des conséquences importantes pour tout le système solaire. Ne t'inquiète pas, les autres planètes ne s'écraseraient pas directement sur nous. Beaucoup de gens sous-estiment à quel point les planètes sont éloignées les unes des autres. Mais toutefois, la nouvelle Terre décalerait un peu les orbites des autres planètes et affecterait leur vitesse de rotation. Et la Terre elle-même tournerait autour du Soleil beaucoup plus lentement, en raison de son énorme masse. Par exemple, une année sur Jupiter équivaut à 12 années terrestres. Tout cela, bien sûr, affecterait grandement les saisons et le climat en général. Alors, y aurait-il encore de la vie sur Terre ? C'est une question pour le moins audacieuse. Mais si un jour nous parvenons à trouver une super-Terre habitable, d'une taille proche à celle de Jupiter, il serait très intéressant d'y jeter un coup d'œil. Imagine un monde immobile et glacé. Un monde ancien, vieux d'environ 4,5 milliards d'années. Les rayons du soleil le réchauffent à peine et il est recouvert d'une épaisse couche de glace. Ce monde est plus petit que notre Lune, mais un peu plus grand que Pluton. Il s'agit d'Europe et c'est le 6e satellite de Jupiter et l'une des plus grosses lunes du système solaire. Mais le plus intéressant au sujet de ce monde, c'est qu'il pourrait abriter la vie. Les astronomes se sont penchés avec intérêt sur Europe à la recherche de formes de vie. Cette lune possède en effet un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 65 à 160 km. Il est certes caché sous une couche de glace d'une épaisseur estimée entre 16 et 32 km. Mais cette lune n'en demeure pas moins potentiellement habitable. Les astronomes nous disent que des panaches d'eau jaillissent des fissures dans la couche de glace et projettent le contenu de cet océan dans l'espace. Bien sûr, il ne sera pas facile d'aller chercher des traces de vie dans de telles profondeurs, mais les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup moins profonds, situés plus près de la surface. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Ceci présente deux avantages. D'abord, la probabilité qu'il y ait de la vie sur Europe est accrue. Deuxièmement, si c'est vrai, cela facilitera le travail des futures missions dans leur recherche de formes de vie. Il est intéressant de noter que la découverte récente de ces bassins peu profonds est le fruit d'un pur hasard. Le scientifique qui dirige les recherches, Riley Kullberg, a assisté à une présentation faite par l'un de ses collègues spécialistes des planètes. Il y montrait une photo de double crête sur la surface d'Europe. Kullberg s'est alors souvenu qu'il avait vu des crêtes similaires sur Terre. De telles formations sont rares sur notre planète, mais elles sont très nombreuses sur Europe. Des travaux ultérieurs ont suggéré que les crêtes de cette lune pourraient résulter d'un cycle bien précis, similaire à celui de la Terre. Lors de ce cycle, l'eau liquide gèle puis dégèle à l'intérieur d'une couche de glace, un environnement soumis à une pression très élevée. La calotte glaciaire se déplace alors vers le haut de manière répétée, créant une structure à deux pics. C'est du moins ce qui se passe sur Terre. Si les choses sont similaires sur Europe, cela prouverait la présence d'eau peu profonde sur le satellite. Bien sûr, la température, la pression et la composition chimique sont différentes sur Europe. Et on n'en sait pas encore beaucoup sur la nature de cette glace. Les scientifiques ne savent donc pas quelle est la profondeur ou la taille des poches d'eau, ni combien de temps il leur faut pour geler. Mais ce qui est plus ou moins clair, c'est que l'environnement sous toute cette glace est protégé des radiations de Jupiter qui frappent la surface du satellite. Ce qui, bien entendu, augmente les chances d'existence de la vie sur Europe. Nous avons évoqué le fait que l'océan d'Europe pourrait être salé. La couleur rouge des traces visibles à sa surface pourrait être due à leur composition chimique. Il s'agit probablement d'un mélange gelé d'eau et de sel. C'est assez inhabituel. Une telle composition ne correspond à aucune substance connue ici, sur Terre. Quant aux taches jaunes à la surface d'Europe, il pourrait s'agir de chlorure de sodium. Tu connais cette substance sous le nom de sel de table. Des scientifiques ont essayé de recréer les conditions qui règnent sur Europe en laboratoire. Ils ont découvert qu'en combinant de l'eau, du sel de table, des températures glaciales et une pression élevée, ils pouvaient obtenir un nouveau type de cristal solide. Cette substance pourrait exister à la fois au fond de l'océan d'Europe et à sa surface. En dehors de ces quelques faits, les chercheurs ne savent pas grand-chose. Ils espèrent obtenir davantage d'informations d'ici à 2030.
À cette date, la mission Europa Clipper, lancée par la NASA, atteindra probablement Europe. Cette mission effectuera plusieurs survols rapprochés et tentera de déterminer si une quelconque forme de vie peut y exister. La mission JUICE, ou Jupiter Icy Moons Explorer, de l'Agence spatiale européenne, se rendra également sur Europe dans les prochaines années. Mais Europe n'est pas le seul endroit du système solaire susceptible d'abriter la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail lorsqu'il digère ses aliments. Mais les scientifiques pensent que le méthane est resté stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. En 2006, il a presque entièrement disparu de la planète rouge. Et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles des chercheurs. La question est donc de savoir ce qui a généré ce gaz et où il est parti. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface. Ils pourraient avoir été protégés des radiations pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions martiennes en laboratoire pour vérifier si c'était possible. Et ils ont eu la surprise de constater que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 280 millions d'années. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans ses profondeurs en forant le sol de la planète. À l'heure actuelle, l'eau ne coule pas sur Mars et les cellules et les spores se dessécheraient tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, la planète est profondément gelée. Pourtant, il pourrait exister 6 types de bactéries et de champignons sous le sol de Mars. La plus probable d'entre elles est surnommée bactérie Conan, car elle est très résistante. L'avenir nous en dira plus. Passons maintenant à Vénus. En 2020, des scientifiques ont annoncé que dans l'atmosphère toxique de Vénus, quelque chose semblait indiquer la présence de la vie. Hélas, les scientifiques ne disposaient d'aucune preuve, car ils n'avaient pas la possibilité de collecter des spécimens de microbes ni de prendre des photos. Mais ils ont affirmé avoir découvert une substance chimique appelée phosphine, et ce fut un événement important. Si ce n'était pas un élément encore inconnu qui produisait ce gaz, il pouvait s'agir d'une forme de vie microbienne. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'un atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour toute forme de vie dépendant de l'oxygène, par exemple pour l'homme. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits où il n'y a pas ou peu d'oxygène, comme dans les marécages. Ce gaz est produit par des mélanges de bactéries. Il peut également être produit de manière industrielle. Mais il ne devrait pas y avoir de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et de température bien précises, ainsi que d'immenses quantités d'hydrogène. Il ne serait pas étonnant d'en trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, c'est très inattendu. Il est impossible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De minuscules quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages ou lorsque des minéraux sont projetés ou que des météorites pénètrent dans l'atmosphère. Mais les scientifiques ont cru en avoir observé des quantités très importantes. Cela aurait dû éveiller leurs soupçons, mais ils étaient trop heureux de leur découverte. Selon eux, cela pouvait donc signifier qu'il y avait de la vie sur Vénus. Mais même si ce gaz a été créé par des organismes, une question demeure. Comment ont-ils survécu sur cette planète ? Sur la nôtre, certains microbes peuvent vivre dans des environnements dont l'acidité atteint 5%, mais pas plus. Or, sur Vénus, les nuages sont presque entièrement constitués d'acide, avec plus de 90% d'acide sulfurique. L'atmosphère de cette planète est également 50 fois plus sèche que l'endroit le plus sec de notre planète. En 2022, grâce à des télescopes à très haute résolution, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et s'il y en avait, ce n'était qu'une très petite quantité. Nous devons donc continuer à chercher des traces de vie dans des régions encore plus éloignées. Alerte aux ouragans! Tout le monde se cache. La vitesse du vent dehors est de plus de 120 km/h. Cela semble beaucoup, mais voici une tempête qui se déplace à 645 km/h. Attends, de telles vitesses sont possibles? Eh oui, mais pour assister à une tempête aussi puissante, tu devras te rendre jusqu'à Jupiter. Alors que le voyage commence. La planète est énorme. Près de 1300 terres pourraient tenir à l'intérieur de cette géante.
Elle est aussi incroyablement chaude, les températures atteignant environ 23 800 degrés Celsius au cœur de la planète. Malheureusement, tu ne peux pas atterrir à la surface de Jupiter, car étant une géante gazeuse, elle n'a pas de surface solide. Mais tu peux aller plus loin dans l'atmosphère de Jupiter. Regarde ces épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs qui glissent tout autour. Ce sont eux qui donnent à la planète son aspect coloré et un peu strié. Si tu continues à descendre vers le centre de la planète, tu verras son atmosphère, principalement composée d'hydrogène et d'hélium gazeux, se liquéfier. Cela se produit en raison de l'immense pression atmosphérique. Le noyau de la planète lui-même est un objet mystérieux. Les scientifiques n'ont toujours pas compris s'il s'agit d'une boule d'un épais liquide en fusion ou d'une roche solide dont la masse serait 14 à 18 fois supérieure à celle de la Terre. De toute façon, l'exploration de Jupiter n'est pas le but principal de ton voyage. Et non, tu t'es rendu ici pour voir la grande tache rouge. C'est une énorme tempête qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Ses plus hautes strates s'élèvent à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. La tempête elle-même est 1,3 fois plus grande que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à collecter de nombreuses données sur la tache rouge. Et il s'est avéré que cette tempête monstrueuse descendait à plus de 320 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais ces mesures sont probablement imprécises, et les véritables racines de la tempête pourraient être encore plus étendues. La grande tache rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère. Et n'oublie pas que les températures de Jupiter sont de moins 148 degrés Celsius au sommet des nuages. En revanche, plus on se rapproche du noyau, plus il fait chaud. Mystérieusement, les températures les plus élevées jamais enregistrées sur la géante gazeuse se sont produites dans l'atmosphère juste au-dessus de la grande tache rouge. Là, la chaleur a atteint 1300 degrés Celsius. Cette température est plus élevée que celle de la lave sur notre planète. Les astronomes pensent que les turbulences causées par la tempête seraient capables de produire des ondes gravitationnelles et sonores qui pourraient être responsables de cette surchauffe. Mais la tempête elle-même est plus chaude en bas qu'en haut. Cela fait plus de 150 ans que les gens observent le vortex en mouvement sur Jupiter. Il y a quelque temps, les astronomes ont prédit qu'il allait progressivement ralentir et devenir plus petit, voire disparaître complètement. Mais cela ne s'est pas avéré être le cas. Après avoir analysé toutes les données recueillies à l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont été déconcertés de découvrir que les vents, aux confins extérieurs de la tempête, avaient en fait pris de la vitesse. La variation de la vitesse du vent n'est pas supérieure à 2,5 km/h au cours d'une année terrestre. C'est un changement infime. Mais aussi petite que soit cette différence, elle est tout de même significative. La vitesse du vent au bord de la tempête peut atteindre une vitesse ahurissante de 650 km/h. C'est plus rapide que les tornades de la Terre. En même temps, si tu te trouvais au centre de la grande tache rouge, tu ne serais pas si impressionné. Les vents s'y déplacent beaucoup plus lentement. Les scientifiques ont dû relever de nombreux défis lorsqu'ils ont essayé de résoudre le mystère qu'est la grande tache rouge. On ne sait pas très bien ce qui alimente la tempête. Cela peut-il être dû à la nature de sa planète d'origine ? Comme il s'agit d'une géante gazeuse, Jupiter n'a pas de sol solide, il n'y a donc pas de friction, ce qui pourrait être la seule chose capable d'atténuer la tempête. Les gaz chauds de l'atmosphère de la planète sont toujours en mouvement. Ils montent, descendent, tourbillonnent, tout comme sur notre planète où l'air plus frais et plus chaud se mélangent et se fondent l'un dans l'autre, formant des tempêtes gigantesques qui tournent sur elles-mêmes. Les astronomes pensent qu'autrefois, plusieurs immenses tempêtes ont pu se réunir et créer la grande tache rouge. Et maintenant, elles continuent de tourner en attirant constamment des gaz froids des profondeurs et des gaz chauds en altitude. De plus, la tempête pourrait absorber d'autres cyclones plus petits. Cela rend la grande tache rouge encore plus puissante. Malheureusement, les épais nuages sur Jupiter ne permettent pas aux astronomes de voir ce qui se passe dans la basse atmosphère de la planète. Les scientifiques spéculent depuis des décennies sur ce qui pourrait se cacher sous la grande tache rouge. S'agit-il d'un volcan massif ? Peu probable. Jupiter est principalement composée de gaz, et elle n'a pas de croûte qui pourrait se fissurer, laissant la lave s'échapper de l'intérieur de la planète. Il existe également quelques théories expliquant pourquoi la tempête possède cette couleur caractéristique. Elle varie du blanc et du rose pâle à l'orange vif, en passant par un rouge brique.
Certains scientifiques pensent que la réponse se trouve profondément sous la grande tache rouge, plus près de la surface de la planète. Une couche de gaz incolore pourrait réagir au rayonnement UV provenant du Soleil. C'est probablement ce qui donne à la tempête sa couleur rouge. Mais pour l'instant, ce n'est encore qu'une théorie. Et maintenant, tu en sais à peu près autant que nous. Jupiter n'est pas la seule planète qui peut se targuer de sa tempête géante. Une autre, aussi vaste que notre planète natale, fait rage sur Saturne. On l'appelle la Grande Tache Blanche. C'est pratique pour les différencier. La tempête a une traîne de nuages blancs qui encercle toute la planète, et elle se produit tous les 30 ans environ. Cette tempête démarre effectivement comme une tache, mais ensuite elle commence à s'étirer et à s'étendre. Les astronomes ont découvert que la Grande Tache Blanche était en fait un énorme système d'orage. Et au sommet de la tempête, les éclairs peuvent jaillir plus de 10 fois par seconde. Mais le principal mystère concernant la Grande Tache Blanche est de savoir d'où elle tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être alimentée par le Soleil, d'autres affirment que la configuration des nuages de la tempête n'a de sens que s'il existe une source interne de chaleur qui puisse alimenter les vents. Quoi qu'il en soit, les violentes tempêtes sur différentes planètes du système solaire ne sont pas le seul mystère spatial qui rende les astronomes perplexes. Passons à Pluton, la plus grande planète naine connue du système solaire, et explorons son atmosphère. Elle s'élève très haut au-dessus de la surface de la planète et comporte plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Par ailleurs, notre Lune a aussi une sorte d'atmosphère. Appelée exosphère, elle est composée d'hélium, de néon et d'argon. Elle est 10 000 milliards de fois moins dense que l'atmosphère de la Terre. En voyageant dans l'espace, fais attention aux trous noirs. Un trou noir est un endroit où la gravité est si forte que même la lumière ne peut pas en sortir. Mais les trous noirs peuvent parfois se comporter comme des volcans galactiques supermassifs. De temps en temps, ils s'enflamment, mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et ce phénomène laisse des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu de temps, les scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et autres télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une crise il y a de très nombreuses années. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère que cet événement a laissé derrière lui pourrait contenir 15 galaxies semblables à la Voie lactée. Oui, même moi ça me dépasse un peu. Pendant ton voyage à travers l'espace, réfléchis bien avant d'atterrir sur des planètes inconnues. Sinon, tu risques de te retrouver dans un endroit comme K2 141b. C'est une planète située en dehors de notre système solaire. À première vue, elle n'est pas si différente de la Terre. Elle possède des océans liquides qui s'évaporent, forment des nuages, se condensent et reviennent à la surface sous forme de pluie. Mais au lieu d'eau, il pleut des pierres. La surface de cette exoplanète est recouverte de mers de lave profondes de plusieurs dizaines de kilomètres. Les températures sur K2 141b atteignent 2700 degrés Celsius pendant la journée. C'est assez chaud pour que le magma des océans s'évapore dans l'atmosphère. Puis, des vents supersoniques qui peuvent se déplacer à une vitesse de 1600 mètres par seconde transportent cette vapeur de roche vers la face nocturne de la planète. Le magma vaporisé se refroidit, redevient liquide et tombe sous forme d'une pluie rocheuse. Pas vraiment ouf pour y passer des vacances. Il fait trop chaud, je passe mon tour. Les scientifiques ne cessent de découvrir de nouvelles planètes qu'ils appellent des super-terres. Il s'agit d'une classe de planètes à la fois plus massive que la Terre, mais aussi bien plus légère que les géantes de glace, comme Uranus et Neptune. Les super-terres peuvent être faites de roches, de gaz ou d'une combinaison de ces deux éléments. Elles sont souvent 2 fois et même jusqu'à 10 fois plus grosses que la Terre. Elles sont intéressantes à étudier, mais un peu trop éloignées de nous. Elles sont assez courantes en dehors de notre système solaire, de la même façon que d'autres planètes remarquables, comme les mini-Neptunes. Celles-ci peuvent être des naines gazeuses, des géantes de glace ou bien d'énormes corps rocheux. Il est vrai que nous n'avons rien de tout cela dans notre système planétaire. Mais il y a une chose que nous avons que les autres n'ont pas, Jupiter. C'est l'objet le plus grand et le plus lourd en orbite autour de notre Soleil. Cette reine des planètes possède une force puissante qui domine notre système solaire. Jupiter est connu pour manger des planètes. Une protoplanète l'a percutée il y a environ 4,5 milliards d'années, quand Jupiter était encore une jeune planète à ses débuts.
Cette protoplanète était 10 fois plus massive que la Terre et était composée de glace et de roches. La collision a été colossale. Le noyau de Jupiter s'est brisé, puis l'hélium et l'hydrogène se sont mélangés à des matériaux plus compacts. Avec le temps, les matériaux lourds se sont redéposés dans le noyau dense pour donner ce que nous connaissons aujourd'hui. Et si elle a déjà avalé une planète, elle pourrait tout à fait recommencer. On soupçonne que notre système solaire contenait autrefois beaucoup plus de grandes planètes qu'il n'en a aujourd'hui. Par exemple, l'espace est plutôt vide autour de Mercure de nos jours. De telles zones avoisinant les étoiles centrales sont nombreuses et pleines de planètes de masse intermédiaire, dont la taille varie entre celle de la Terre et de Neptune. Notre système solaire était un endroit chaotique à ses origines. De jeunes étoiles étaient entourées de disques tourbillonnants de poussière et de gaz, et les planètes se formaient à partir de ces débris, un peu comme les arbres lorsqu'ils émergent du sol. Les petites planètes rocheuses se formaient dans la chaleur et la lumière intense près des étoiles, tandis que les géantes gazeuses se formaient plus loin, là où les températures étaient plus basses, leur permettant de conserver plus de matériaux gazeux. Et même si les planètes de notre système solaire semblent assez stables et paisibles aujourd'hui, si l'on se réfère à leur orbite, elles n'étaient pas aussi calmes auparavant. Certaines planètes n'orbitaient pas en mouvement circulaire, elles avaient des trajectoires oblongues, plus excentriques. Elles se rapprochaient d'abord de leur étoile, puis s'en éloignaient. C'était comme si elles avaient été déséquilibrées par la gravité d'autres planètes sur leur chemin. Il existe une théorie appelée Grand Tac, qui tente d'expliquer ce qui a pu se passer pendant les premiers millions d'années de formation de notre système solaire. À un moment donné, Jupiter, l'une des protagonistes clés, a peut-être été attirée plus près par notre étoile centrale. Après cela, elle est repartie en emportant avec elle un énorme nuage de débris. Cela a pu ressembler à un voilier virant de bord autour d'une bouée, perturbant d'une certaine façon les planètes en train de se former aux alentours. Après la formation complète de Saturne, nos proches voisins du système solaire se sont quelque peu éparpillés. Mais si l'hypothèse du Grand Tac est avérée, Jupiter s'est mis à capturer tout ce qui se trouvait sur son chemin, et ces migrations ont provoqué davantage de collisions dans les parages. Cela expliquerait pourquoi certains astres se sont pulvérisés et dévorés mutuellement. Jupiter a peut-être fourni une partie de l'eau qui compose aujourd'hui nos océans. Elle est aussi escortée de nombreux astéroïdes qu'elle expédie parfois dans l'espace interstellaire ou parmi les planètes de notre système solaire. Elle a même possiblement contribué à l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années, lorsque l'énorme roche spatiale a frappé la Terre, laissant derrière elle un cratère au large de la péninsule du Yucatan, au Mexique. L'impact a également provoqué des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis avec d'énormes conséquences pour la vie de la faune et de la flore terrestre. Personne ne connaît sa provenance. On ne sait même pas s'il s'agissait d'un astéroïde ou bien d'une comète. Une théorie indique que ce pourrait être une comète provenant du nuage d'Oort, composé de débris glacés et située quelque part à la périphérie de notre système solaire. Elle aurait pu être déviée de sa trajectoire par Jupiter et sa puissante force gravitationnelle. Ainsi, notre système solaire ressemblait à une sorte de flipper où Jupiter, la plus grosse planète, précipite les comètes en approche sur des orbites passant aux abords du Soleil. Une fois à proximité, elles peuvent subir de puissantes forces de marée qui les brisent en morceaux jusqu'à finir en éclats de comètes. Cet événement a marqué le début du règne de nos ancêtres, les mammifères. Cela signifie que sans Jupiter, nous ne serions peut-être pas là, et la Terre non plus. Il semblerait donc que la plus grosse planète du système solaire soit arrivée en force, détruisant des planètes plus anciennes et ouvrant la voie à des mondes plus petits comme le nôtre. Jupiter a pu être la raison pour laquelle nous ne pouvons pas trouver la planète 9 à l'heure actuelle. Les scientifiques estiment qu'elle existe et qu'elle pourrait se cacher quelque part au-delà de Neptune, mais pas plus loin que Pluton. Il y a 3 zones dans notre système solaire: les planètes intérieures, les planètes extérieures et tout ce qui se trouve au-delà. La mystérieuse planète pourrait avoir la taille de la Terre ou de Mars. Elle aurait tournoyé parmi les géantes gazeuses avant d'être finalement balayée vers la limite externe de notre système solaire, voire même quelque part dans l'espace profond. Jupiter est zébré en raison des différences de température, de gaz atmosphérique et de composition chimique. Les scientifiques pensaient auparavant que la source de ces différences de couleurs était le redoutable vent atmosphérique et les matières circulant entre les couches de l'atmosphère. On sait maintenant que les bandes de couleur claire, appelées aussi zones, indiquent l'endroit où le gaz s'élève. A l'inverse, les bandes de couleur sombre, que l'on appelle ceintures, révèlent où le gaz s'enfonce. Les lunes de Jupiter pourraient aussi causer ces rayures, car elles tirent sur ces cellules de convection atmosphérique.
Au centre de Jupiter se trouve un noyau dense et liquide composé d'hélium et d'hydrogène métallique mêlés à d'autres éléments plus lourds et dissous. En s'éloignant de son centre, la température et la pression à l'intérieur de la planète diminuent. Ainsi, l'intérieur liquide laisse place aux gaz de l'atmosphère, à nouveau principalement de l'hélium et de l'hydrogène. Personne ne sait à quelle profondeur se trouve cette frontière liquide-gazeuse, mais la planète est probablement entièrement liquide à quelques milliers de kilomètres sous ses sommets de nuages. Jupiter serait encore plus grande que d'autres géantes comme Saturne si l'on pouvait lui retirer ses gaz. On qualifie parfois Jupiter d'étoile ratée, alors que ce n'est pas tout à fait ça. Elle est principalement composée d'hydrogène comme les étoiles, mais elle n'est pas encore assez massive pour déclencher des réactions thermonucléaires dans son noyau, ce qui à terme achèverait de la transformer en véritable étoile. En théorie, tout objet peut devenir une étoile si on y ajoute assez de matière. Avec une masse suffisante, la température et la pression interne augmenteront jusqu'à déclencher des réactions thermonucléaires. Pour transformer Jupiter en une étoile comme le Soleil, il faudrait la rendre 1000 fois plus massive. Mais pour former une naine rouge qui est plus froide, il nous faudrait augmenter sa masse de 80 fois seulement. Ainsi, Jupiter ne deviendra pas spontanément une nouvelle étoile de notre système solaire, mais si de nombreux objets spatiaux de masse similaire entrent en collision avec elle, ou en d'autres termes, si Jupiter les mange, on ne sait jamais. Mais en théorie, si elle pouvait devenir une étoile massive, elle aurait empêché d'autres planètes de se former sur des orbites stables. Elle aurait aussi augmenté la quantité de radiation qu'elles reçoivent, rendant alors très difficile le développement de la vie dans notre système solaire. Jupiter est la planète qui tourne le plus vite dans notre système solaire. Il ne lui faut que 10 heures pour faire une rotation complète sur son axe, malgré sa taille immense, plus de 300 fois celle de la Terre. Elle est aussi 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. Mais si elle venait à prendre encore plus de masse, elle rétrécirait. De la masse supplémentaire rendrait Jupiter plus dense, ce qui signifie qu'elle commencerait à s'effondrer sur elle-même. Ainsi, elle pourrait gagner jusqu'à 4 fois sa masse en gardant toujours la même taille. Bang! Un autre coup sur Jupiter. Voyons voir, une géante gazeuse, la plus grande planète du système solaire, 318 fois plus grande que la Terre, 2,5 fois plus grande que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Et un autre élément intéressant, si elle grossissait encore, elle deviendrait en fait plus petite. Avec plus de masse, la planète serait plus dense, ce qui la conduirait à se ramasser sur elle-même. Les scientifiques affirment que Jupiter pourrait avoir une masse 4 fois plus importante tout en gardant la même taille. Il lui faut 10 heures pour faire une rotation complète sur son axe. C'est la planète qui tourne le plus vite dans notre système solaire et elle se fait heurter par de nombreux objets spatiaux en permanence. Ce phénomène a été découvert par des astronomes amateurs qui observaient Jupiter et ont vu un flash inhabituel à la surface de la planète. Les impacts provoquent des flashs comme celui-ci et pour une raison quelconque, Jupiter subit plus d'impacts que les autres planètes. En 1994, les astronomes ont découvert Shoemaker-Levy 9, une comète qui s'est brisée et est entrée en collision avec la géante gazeuse. La comète d'origine avait à peu près la taille de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures, mais elle s'est brisée en plus de 20 fragments qui ont assombri la surface de la planète et ce pendant des mois. 15 ans plus tard, en 2009, les astronomes ont vu une tache noire sur Jupiter de la taille de la Terre. C'était le résultat d'un astéroïde d'un diamètre de 200 à 500 mètres. Le plus gros astéroïde enregistré sur Terre a frappé la région de Tunguska en Russie en 1908. Cela a provoqué une explosion massive, même si personne n'a jamais trouvé de cratère. Alors pourquoi Jupiter est-elle la cible de tant d'objets spatiaux? Les astéroïdes et les comètes qui passent près de la Terre et de Jupiter vont presque à la même vitesse. La densité numérique des objets spatiaux qui peuvent interagir est presque la même aussi. Mais la section transversale de ce qu'ils risquent de heurter est très différente. Jupiter a un diamètre 11 fois supérieur à celui de notre planète, ce qui signifie que sa section transversale est environ 125 fois supérieure. Plus une planète est massive, plus son attraction gravitationnelle est forte. Elle attire donc certains objets spatiaux à la dérive. Notre champ gravitationnel est plus faible que celui de Jupiter. Si un objet passe près de nous à une vitesse de 36 000 km ou moins, notre gravitation l'attirera. Or, les astéroïdes et les comètes se déplacent généralement à des vitesses bien plus importantes. Jupiter attire la plupart des comètes et des astéroïdes qui passent à proximité. Si notre planète était frappée par de tels objets aussi fréquemment que Jupiter, nous connaîtrions des extinctions comme celles des dinosaures des milliers de fois plus souvent. En 2020, les scientifiques ont découvert qu'il y avait un astéroïde inhabituel dans l'orbite de Vénus, le premier à s'y trouver.
de la taille d'une petite montagne et riche en minéraux que nous pouvons trouver dans les profondeurs rocheuses de la Terre. Il pense même que cela pourrait être le signe d'un ensemble plus important d'astéroïdes, créés lors de la formation de notre système solaire. Ce n'est pas le seul mystère entourant Vénus. La planète a des vents d'une violence folle qui poussent les nuages et les tempêtes autour de la planète à des vitesses supérieures à 354 km/h. C'est 60 fois plus rapide que la rotation de Vénus elle-même. De plus, les scientifiques ne sont toujours pas sûrs de ce qui s'est passé avec ces océans. Ils pensent que puisque la planète est si proche du Soleil, l'eau s'est évaporée et s'est envolée dans l'atmosphère sous forme de vapeur. Cela a piégé la chaleur provenant du Soleil, une chaleur qui aurait vaporisé de plus en plus d'eau au fil du temps. Vénus avait probablement un environnement comme sur Terre, mais il y a très longtemps. Selon cette théorie, de nombreuses comètes et astéroïdes se sont écrasés sur Vénus. Des milliards de morceaux de la planète volaient tout autour. Certains ont même pu s'écraser sur la Lune de la Terre. Les morceaux qui ont percuté notre planète sont probablement enterrés très profondément, car notre activité géologique est plus importante que celle de la Lune. Uranus a aussi subi une collision, mais plus grave que celle des astéroïdes. Les autres planètes de notre système solaire ont pour la plupart un axe de rotation qui pointe en quelque sorte vers le haut du plan de l'écliptique. Or, Uranus est incliné, couché sur le côté. Une saison y dure donc 42 ans, lorsque son pôle sud ou son pôle nord est dirigé vers le Soleil. La plupart des planètes tournent également dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lorsque tu les regardes depuis le dessus de notre système solaire. Vénus fait le contraire, ce qui signifie qu'elle a peut-être été désaxée il y a longtemps. Uranus est peut-être entré en collision avec un autre corps spatial il y a des millions d'années. Lorsque notre système solaire était encore très jeune, les configurations orbitales de Saturne et de Jupiter se sont peut-être croisées. Leurs forces gravitationnelles ont en quelque sorte créé un élan orbital et l'ont transféré à Uranus, ce qui l'a désaxé. Des millions d'astéroïdes orbitent autour du Soleil, mais il n'y en a pas tant que ça qui passent près de la Terre de temps en temps. Il n'y a donc pas de corps spatiaux dangereux qui viennent vers nous. Il est prévu que nous visitions Mars dans les années 2030, et les scientifiques espèrent que Mars ne sera pas la cible de certains corps spatiaux plus gros. De nouveaux cratères se forment sur la planète rouge tous les jours ou tous les 2 jours. Ils peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de large, ce qui signifie qu'ils ont pu être formés par des objets de la taille d'un ballon de foot. Comme l'atmosphère y est plus fine que la nôtre, les corps plus petits peuvent y pénétrer plus facilement. La majeure partie du nord martien est constituée de basses terres lisses. Le sud est plus relevé, parsemé de cratères, et l'intérieur de la planète contient une quantité surprenante de métaux rares. Selon la théorie, c'est parce qu'un gros corps céleste est entré en collision avec Mars et a arraché une partie de sa moitié nord. Les débris de cet astéroïde ont fait le tour de la planète et se sont ensuite mélangés pour former 2 petites lunes qui orbitent autour de Mars. Nous avons aussi des roches martiennes sur Terre, trouvées dans le désert du Sahara, en Antarctique et dans d'autres endroits du globe. Certaines de ces roches contiennent du gaz qui est chimiquement le même que l'atmosphère de Mars. Les roches sont probablement issues d'une grosse explosion qui s'est produite lorsqu'un astéroïde ou un météore plus gros a été éjecté de Mars et a atterri sur notre planète. Mercure a aussi une atmosphère fine, si bien qu'elle subit beaucoup de petits impacts. Imagine que tu te réveilles, que tu ailles à ta fenêtre et que tu vois une pluie de micro-météores tous les matins. C'est ce qui se produit sur Mercure. Cet étrange phénomène météorologique façonne son atmosphère appelée exosphère. Mercure est si dense que son noyau de fer lourd représente les 2/3 de sa masse totale. Les scientifiques pensent qu'elle aurait pu être plus grande dans le passé, mais de nombreuses collisions ont fait disparaître sa surface. Elle a été constamment bombardée par des roches venues de l'espace qui ont laissé des traces sous forme de cratères. Les plaines à sa surface semblent avoir été creusées à cause de la lave volcanique qui s'est déversée et qui a ensuite lentement séché. De nombreux cratères sont remplis d'un tel matériau, ce qui signifie que quelque chose d'autre a secoué le monde de Mercure, les volcans. Un groupe inhabituel d'astéroïdes a été découvert près de Neptune. Leur taille varie, allant de grandes zones de la taille de métropole à de minuscules cailloux. On pense qu'ils viennent d'un groupe d'astéroïdes appelé la ceinture de Kuiper. Elle forme un anneau bien au-delà de Neptune. Mais ces nouveaux astéroïdes ont des couleurs différentes de ceux de la ceinture de Kuiper. Ils sont si loin du Soleil que leur surface était censée rester presque intacte. Mais ils ont une couleur similaire à des astéroïdes cuits par le Soleil autour de Jupiter. Comme le reste des planètes, Neptune reçoit la chaleur du Soleil. Mais il y a quelque chose de mystérieux à l'intérieur de la planète qui fait qu'elle génère plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Cela affecte son climat et Neptune a la météo la plus étrange de tout le système solaire.
Des tempêtes massives, des vents d'une vitesse folle, des nuages de type Cirrus qui changent constamment et rapidement. Il y a des taches sombres qui vont et viennent dans son atmosphère. Nous recevons 1000 fois plus de lumière solaire que Neptune. Les géantes gazeuses comme Saturne et Jupiter peuvent protéger notre planète des astéroïdes. Sans elles, les gros impacts qui ont créé suffisamment de débris pour former les lunes et d'autres planètes se produiraient plus souvent. Un énorme astéroïde se dirige actuellement vers Saturne et pourrait croiser au large de la Terre en 2031. Il est plus de 10 fois plus gros que l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures. Titan, l'une des lunes en orbite autour de Saturne, 80% plus massive que notre propre Lune, est en fait la seule lune de notre système solaire qui ait une atmosphère. Elle est 1,5 fois plus épaisse que la nôtre et se compose principalement d'azote comme notre atmosphère. Personne ne sait d'où vient tout cet azote. Cependant, contrairement à Saturne et à la plupart des autres endroits de notre système solaire, sa Lune a un réel potentiel pour accueillir la vie.